7 Coupes du Monde, 0,8e de finale. C'est le bilan brut, froid, implacable de la Tunisie dans cette compétition. Et pourtant, les Aigles de Carthage reviennent en 2026 pour une 7e participation, toujours portée par cette ambition de franchir enfin ce plafond de verre qui leur résiste depuis 1978. Avec un nouveau sélectionneur arrivé en urgence, une équipe aux qualités réelles et aux limites bien connues et un groupe F qui ne fait pas de cadeaux, la question est simple. Est-ce que cette édition 2026 sera enfin celle de la confirmation? Bienvenue dans les débriefs de Jiska pour ce 7e épisode d'Africa to the World, mission mondiale 2026. Aujourd'hui, c'est la Tunisie. Restez jusqu'à la fin et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est parti. La Tunisie a participé à 6 éditions précédentes de la Coupe du Monde avant 2026. 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 et 2022. 6 fois présente sur la scène mondiale. Et 6 fois éliminée au premier tour sans exception. C'est la réalité tunisienne en Coupe du Monde et il faut avoir le courage de le dire maintenant. Mais ce bilan mérite d'être nuancé. Parce que la Tunisie dans cette compétition a quand même écrit quelques lignes qui comptent. En 1978, les Aigles de Carthage deviennent la première nation africaine et arabe à remporter un match de Coupe du Monde en battant le Mexique 3-1 lors de leur toute première participation. Un exploit historique qui reste gravé dans la mémoire collective du football africain. Et en 2022 au Qatar, la Tunisie réalise ce petit exploit symbolique de battre la France, pourtant finaliste du tournoi sur le score de 1-0 dans un match sans enjeu pour les Bleus mais qui reste une victoire inscrite dans les livres. Le bilan global reste cependant sévère. Sur l'ensemble de leur participation, les Aigles de Carthage n'ont signé que 2 victoires en Coupe du Monde, contre le Mexique en 1978 et contre le Panama en 2018. Une constante qui illustre le plafond de verre tunisien à cette compétition. Jamais assez percutant pour passer le cap, toujours présent mais toujours limité. Pour cette 7e participation, la qualification en elle-même mérite d'être soulignée. La Tunisie est placée dans le groupe H des éliminatoires africains avec la Guinée équatoriale, la Namibie, le Malawi, le Libéria et Sao Tomé et Principe. Un groupe dominé de bout en bout. Au terme des 10 journées, la Tunisie termine largement en tête avec 28 points, dépassant la Namibie et le Libéria qui en cumulent 15 chacun. La deuxième nation africaine qualifiée après le Maroc, et malgré une qualification qui s'est conclue dans les dernières secondes face à la Guinée équatoriale, un but arraché à la 94e minute après une deuxième période compliquée. Les Aigles de Carthage n'ont pas connu de défaite lors de ces éliminatoires. Une régularité défensive qui a fait la différence même si le contenu offensif n'a pas toujours été flamboyant. La Tunisie en CAN depuis son sacre en 2004 est une histoire de rendez-vous manqué. 20 ans que les Aigles n'ont plus soulevé ce trophée et sur cette période, les performances ont été très irrégulières. Des éliminatoires au premier tour, des 8e de temps en temps, mais jamais cette constante nécessaire pour prétendre à un titre. Et la CAN 2025 au Maroc n'échappe pas à la règle. Après une phase de groupe correcte, la Tunisie s'incline en 8e de finale face au Mali. Une élimination précoce qui coûte sa place au sélectionneur Samé Trabelsi, limogé dans la foulée. Un sélectionneur qui avait pourtant piloté la qualification pour ce mondial avec une certaine efficacité mais qui paie le prix d'un contenu trop pauvre en CAN. Le 14 janvier 2026, la fédération annonce la signature de l'entraîneur franco-tunisien Sabri Lamouchi pour un contrat courant jusqu'au 31 juillet 2028. Un choix qui mérite qu'on s'y arrête. Né à Lyon le 9 novembre 1971, Sabri Lamouchi est un ancien milieu de terrain qui a évolué dans les plus grands clubs européens, Auxerre, Monaco, Inter Milan, Parme, Olympique de Marseille. Il compte 12 sélections avec l'équipe de France. Comme entraîneur, son parcours est varié. Sa première expérience de sélectionneur, c'est la Côte d'Ivoire entre 2012 et 2014, avec la mission de qualifier les éléphants pour le mondial 2014. Mission accomplie, mais élimination dès le premier tour au Brésil face à la Grèce sur le plus cruel des scénarios. Après la Côte d'Ivoire, des passages à Rennes où il finit 5e de Ligue 1, à Nottingham Forest en Angleterre, ou plusieurs clubs du Moyen-Orient. Son style de jeu pragmatique, parfois critiqué pour son aspect trop défensif, lui a cependant permis de construire des équipes difficiles à manœuvrer et capables de résultats comme des adversaires supérieurs.
C'est exactement ce dont la Tunisie a besoin, mais le timing pose une vraie question. La Mouchi n'a disposé que de 2 matchs avec la Tunisie avant le début du mondial, les rencontres amicales du mois de mars. 2 matchs pour prendre en main un groupe, imposer ses principes de jeu, créer de la cohésion. C'est extrêmement court et face à des adversaires de niveau mondial lors de la phase de groupe, ce manque de préparation collective pourrait peser lourd. Analysons maintenant cet effectif avec honnêteté, parce que malgré des qualités réelles, cette Tunisie n'a que très peu de joueurs qui sortent du lot au niveau africain, encore moins mondial. Le joueur le plus technique, le plus créatif, le plus capable de changer un match à lui seul, c'est Hannibal Mejbri. Le milieu de Burnley a confirmé lors de la CAN 2025 qu'il était sans doute le seul joueur tunisien capable de faire la différence dans le très haut niveau. Technique, combatif, doté d'une vision de jeu au-dessus de la moyenne dans cette équipe, il avait d'ailleurs inscrit un but lors de la victoire 3-0 contre la Namibie en octobre, l'une des rares fois où sa qualité technique s'est pleinement exprimée en éliminatoire. Sa Coupe du Monde 2026 sera une vitrine importante pour confirmer ce statut de leader technique des Aigles. À ses côtés, Elias Kiri est peut-être le joueur le plus expérimenté de cette sélection. Le milieu de l'Eintracht Francfort disputera sa 3e Coupe du Monde consécutive, un symbole à lui seul. Valeur sur cadre indiscutable, il apporte la rigueur et l'expérience que les jeunes ont besoin d'absorber pour gagner en maturité lors des grands rendez-vous. À 29 ans, c'est peut-être sa dernière grande compétition et il le sait, il sera à fond. Ismaël Gharbi, lui, est un profil intéressant, milieu offensif d'Augsbourg, qui a du potentiel mais qui doit encore franchir un cap dans sa régularité avec la sélection. Lors de la CAN 2025, il n'a manqué de tranchant, pas encore assez constant pour faire la différence systématiquement. La Coupe du Monde sera pour lui une occasion de prouver qu'il peut exister à ce niveau. En défense, la Tunisie peut s'appuyer sur un bloc assez solide. Moutassas Talbi de Lorient en défense centrale, Dylan Brown de Servette, Ali Abdi Anis sur le côté, des profils expérimentés en Europe qui donnent de la stabilité à cette arrière-garde. Ce secteur défensif est sans doute ce qui tient le mieux dans cet effectif, en témoigne l'éliminatoire sans défaite. En attaque, en revanche, c'est là que le bas baisse le plus. Elias Achouri, Azem Mastouri, Elias Saad, des profils qui peinent à exister sur la durée en équipe nationale. Lors de la CAN 2025, l'attaque tunisienne a eu énormément de mal à peser sur les défenses adverses avec régularité. Peu de buts, peu de dangers réels sur les 90 minutes, c'est le secteur le plus préoccupant à l'approche du mondial. Et il y a un sujet qui fait beaucoup parler en Tunisie depuis quelques jours, le cas Loué Ben Farhat, un jeune joueur au profil intéressant, des qualités réelles qui aurait pu apporter une dimension supplémentaire à cette attaque. Mais c'est son père qui a pris la décision d'estimer que son fils n'était pas encore prêt pour ce niveau, bloquant ainsi sa sélection. Une décision lunaire au vu de l'ampleur de la compétition. La Coupe du Monde est précisément la scène sur laquelle on grandit le plus vite. Refuser cette opportunité à un jeune joueur pour des raisons de timing, c'est difficile à comprendre de l'extérieur. En synthèse, le chantier de la Mouchi est réel. Cette équipe a besoin d'une identité offensive claire, d'un premier attaquant capable de faire mal régulièrement et d'une cohésion collective qui ne peut se construire qu'avec du temps, tant que le nouveau sélectionneur n'a pas eu. C'est peut-être le principal angle d'observation de ce mondial tunisien. Jusqu'où Lamouchi parviendra-t-il à donner une âme collective à cette équipe qui en manquait cruellement ces derniers mois? La Tunisie est placée dans le groupe F avec les Pays-Bas, le Japon et la Suède. Les Aigles de Carthage débuteront face aux Suédois le 15 juin avant d'affronter le Japon le 21 juin, puis les Pays-Bas le 26 juin. Commençons par la Suède. C'est le premier match, celui qui peut tout lancer dans de bon sens ou au contraire plomber la compétition d'entrée. La Suède retrouve la Coupe du Monde après son absence en 2022, une équipe bien organisée, solide, avec Victor Gyökeres, champion d'Angleterre, en pointe, l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe sur ces 2 dernières saisons. Mais c'est une équipe accessible pour la Tunisie si les Aigles arrivent à contenir le danger offensif suédois et à exploiter les espaces en transition. C'est le match que la Tunisie doit absolument viser pour une victoire ou à minima un point. Le Japon ensuite, la Samouraï Bleue est l'une des équipes asiatiques les plus compétitives du monde en ce moment. Avec Takefusa Kubo comme pièce maîtresse, une organisation collective impressionnante et une intensité de pressing qui met en difficulté les meilleures équipes, le Japon ne sera pas une première de santé. Un match ne serait un bon résultat pour les Aigles, une victoire serait déjà une performance remarquable. Les Pays-Bas enfin, ce sera incontestablement le match le plus difficile du groupe pour la Tunisie.
Avec Virgil van Dijk en patron de la défense, Frenkie de Jong au milieu et une génération offensive portée par des profils comme Cody Gakpo, les Oranges arrivent avec de vraies ambitions mondiales. C'est le match que la Tunisie aborde avec le statut de large outsider. Un match nul serait un exploit. Mais voilà ce qui est intéressant de ce groupe. Si la Tunisie gère intelligemment sa confrontation face à la Suède et ne se fait pas écraser face au Japon, elle peut encore se retrouver en position de disputer sa qualification lors du dernier match. Et avec cette édition à 48 équipes où même un bon troisième peut passer, les 16e de finale ne sont pas impossibles. Ce serait une occasion historique. La Tunisie n'a encore jamais franchi le premier tour d'une Coupe du Monde à cette participation. La Mouchi le sait, les joueurs le savent et toute la Tunisie le sait. Cette frontière-là, c'est l'objectif numéro 1. La Tunisie en 2026 est une équipe avec des qualités réelles, une défense solide, un Alimal Mejbri capable de créer quelque chose, un Skiri qui porte l'expérience des 3 mondiales sur ses épaules, mais aussi des interrogations profondes en attaque et une cohésion collective encore en construit sous les ordres d'un sélectionneur qui n'a eu que 2 matchs pour mettre ses idées en place. Le groupe F est costaud, mais pas insurmontable si les Aigles trouvent le bon niveau dès l'entrée contre la Suède. Et si la Mouchi arrive à se transmettre en quelques semaines ce pragmatisme défensif qui a fait sa réputation, la Tunisie peut rêver de faire enfin ce qu'elle n'a jamais pu faire, passer le premier tour d'une Coupe du Monde. Cette participation pour arriver à ce résultat, ce serait déjà une victoire historique. Rendez-vous le 15 juin pour le premier acte. Voilà pour ce 7e épisode d'Africa to the World Mission Mondiale 2026. La semaine prochaine, un autre pays, une autre histoire. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. L'Afrique va au mondial et on suit tout ensemble. À la semaine prochaine.